Bonsoir à tous. Il est 20h30. Le quorum est atteint. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Madame Boson m'a donné procuration. Il n'y aura pas de questions diverses à la fin de ce conseil municipal puisqu'elles n'ont pas été déposées, mais simplement un point ajouté, la participation au fonds de solidarité logement des Hautes-Pyrénées. Voilà, je veux informer également les conseillers municipaux que le procès-verbal du dernier conseil municipal a été mis en ligne sur le site internet de la commune dès le lendemain du conseil municipal du 10 mars, soit du 10 avril, soit le 11 avril. Il a été envoyé à tous les membres du conseil municipal. Je reçois également par la même occasion 2 procurations. La première de M. Stulz, qui a donné procuration à Mme Srinsky, et la seconde de M. Lestrade, qui a donné procuration à M. Paul. Je voudrais également informer les conseillers municipaux que dans leur pochette du conseil municipal, ils ont, au point numéro 5 sur les tablets de VIC, le projet de délibération et le projet de convention. Un point 8 sur la décision modificative, point 10.1, point 10.2 sur le programme TEPCV, et un point supplémentaire, ce que j'indiquais, sur la participation au fonds de solidarité logement du département. Voilà, avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais donner la parole au délégataire de la SOR pour une présentation du rapport annuel. Je vous donne la parole et le micro également, puisque notre conseil municipal est enregistré et ensuite retransmis sur le site internet de la municipalité. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, juste avant les présentations, pour ma part, je m'appelle Laurent Pateau, je suis le chef d'agence pour la SOR pour la région Pyrénées-Landes. Et avec moi, Pascal Lacassagne, qui est le chef de secteur qui s'occupe spécifiquement de votre contrat. Alors, nous avons 2 rapports annuels du délégataire à présenter. Le premier concerne l'eau potable. Pour l'exercice 2018. Alors, les temps forts de cette année 2018, ça a été l'ouverture de notre bureau d'accueil situé à proximité, avec une ouverture spécifique le mercredi après-midi et surtout le samedi matin, qui est une nouvelle par rapport au contrat de délégation de service public. Nous avons eu également cette année des travaux significatifs à la station de production d'eau potable, station d'Artagnan, le renouvellement de l'armoire électrique, les canalisations qui ont été refaites en inox et des variateurs de vitesse pour faciliter le transit de l'eau dans ces canalisations. On verra également des travaux IR, écoute active des réseaux, 19 posés. C'est une nouvelle technologie mise en place pour limiter les fuites sur le réseau. Également, de façon très significative, il y a eu la réhabilitation des canalisations, de la cuve, du réservoir et sa mise en sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un ouvrage qui a été réhabilité et tout à fait neuf, quelques photos que vous avez ici. Les chiffres clés de l'année 2019, donc un ouvrage de prélèvement, c'est la station de production, 280 000 m3 environ produits sur l'année 2018, 9 586 m3 qui ont été importés. Vous avez 2 ouvrages de stockage pour une capacité de 930 m3. Les mètres cubes distribués ont été de 290 000 sur l'année écoulée. Vous avez une eau de très bonne qualité, 100% de conformité bactériologique et 100% de conformité physico-chimique. Il y a eu 16 fuites de réparées sur les réseaux et tout ça se traduit par un rendement que vous avez de 83% de rendement. C'est en progression par rapport à l'année passée. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et le prix de l'eau TTC facturé aux abonnés pour l'année 2019 est de 2,32 €. On reprendra ces chiffres rapidement, mais d'une manière générale, pour voir le cycle de l'eau sur la commune de Vic-en-Bigorre. Donc vous avez 280 000 m3 qui sont produits, un petit peu d'achats, pas de volumes qui sont exportés, vendus en gros. Les volumes qui sont distribués sont de 290 000 m3. Sur ces 90 000 m3 qui sont distribués, il y en a 23 000 m3 qui servent pour les eaux de service. Nettoyage des réservoirs, les bornes incendie, voirie, etc. Et les mètres cubes consommés facturés aux abonnés sont de 217 000 mètres cubes environ. Ça se traduit au niveau de la gestion clientèle par au niveau des branchements.
vous avez 2488 branchements, une progression de 1,1% par rapport à 2017. Et pour les mètres cubes comptabilisés, c'est-à-dire les mètres cubes facturés, une petite baisse. On passe de 226 000 à 217 000. Bon, vous avez un peu moins de consommation que l'année passée. Les gros consommateurs représentent 38 000 mètres cubes, c'est important. Il y a 3 gros consommateurs sur la commune. Et lorsqu'on retire ces volumes de gros consommateurs, on a une consommation à l'abonné qui est de 72 mètres cubes par an, ce qui est inférieur à la moyenne française et un petit peu inférieur à certaines autres communes. Le prix de l'eau. En 2018, il était de 2,28 € TTC le mètre cube. En 2019, il est de 2,32 € TTC par mètre cube. Et la facture 120 mètres cubes est de 278,72 €. On fait un petit comparatif. Ce prix de l'eau, par rapport à nos habitudes de consommation, il ne faut pas oublier que le prix du litre d'eau est de 0,0023 € TTC, soit 86 fois moins cher que l'eau de source, 380 fois moins cher que le soda ou 650 fois moins cher à peu près que l'essence. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est 86 fois moins cher que de l'eau de source au litre. En termes de rendement de réseau, c'est-à-dire de la fiabilité de nos réseaux, vous voyez qu'on a entre 2017 et 2018 une progression de 5,9%, c'est-à-dire que les réseaux perdent moins d'eau. C'est dû pour 2 choses. La première, c'est que la collectivité fait des efforts en termes d'investissement sur les réseaux. Et ensuite, nous, SOR délégataires, nous recherchons les fuites, donc ce qui contribue à diminuer les pertes en eau sur le réseau. Donc une progression cette année. Et on mesure surtout cette progression du rendement de réseau par ce qu'on appelle un indice linéaire de perte, c'est-à-dire des mètres cubes par kilomètre par jour. C'est-à-dire qu'on perd sur les réseaux 2,59 mètres cubes par kilomètre par jour, ce qui est très peu, ce qui veut dire qu'il y a très très peu de fuites sur les réseaux. Donc, et il est très très difficile d'aller chercher ensuite ces fuites parce que ça représente à peine, c'est même pas un filet d'eau si vous le ramenez en valeur absolue. Ce qui fait que lorsqu'on classe le réseau de la ville de la commune de Vic-en-Bigorre, on a un indice linéaire de perte de 2,59 comme je vous le montre, qui pour un classement urbain, pour l'agence de l'eau, est considéré comme un indice linéaire de perte très bon. Très rapidement, l'origine des fuites. Vous avez 12 fuites cette année sur conduite et vous avez eu 4 fuites sur branchement. Voilà, donc on est à peu près sur des moyennes classiques qui permettent de maintenir le rendement de réseau tel qu'il est. Toujours pour les rendements de réseau, par rapport au nouveau contrat de délégation de service qui a été signé, il est mis en place ce qu'on appelle l'écoute active des réseaux. De façon très simple, pour trouver une fuite, ça fait du bruit. Et pour repérer ces fuites, il faut qu'on ait des capteurs qui détectent ces bruits. Donc on a mis 19 IR, ces espèces d'écouteurs, je vais dire espèces, qui sont posés directement sur le réseau et qui vont chercher l'eau. On voit pas ma souris. Ah bah oui, c'est un peu embêtant. On met vraiment nos capteurs au niveau du contact de l'eau, elles écoutent les fuites et ensuite retransmettent à nos services les endroits où les fuites sont détectées. Et tous les jours, on a ce genre de petit tableau ici pour nous dire, en fonction du bruit, plus le bruit est élevé, plus on trouve facilement les fuites. Voilà. Et donc c'est en place et c'est efficace aujourd'hui. Ça nous a permis déjà en 2019 de trouver 8 fuites. Très rapide. Au niveau de la qualité d'eau, donc je vous l'ai dit, bactériologiquement, 100% de conformité. Physico-chimique, 100% de conformité. Donc vous pouvez consommer l'eau en toute tranquillité sur la commune. Il a été demandé également par l'ARS, c'est une nouvelle molécule qu'on nous demande de suivre. Ça s'appelle le chlorovinylmonomère. 2 échantillons analysés, 2 échantillons conformes, donc il n'y a pas de problème sur ce produit. Enfin, pour terminer, les propositions d'amélioration pour 2019. C'est SOR qui fait les propositions, donc il serait
Intéressant de clôturer l'enceinte du château d'eau de Vic, pour protéger contre les intrusions. Pour la station d'Artagnan, il serait bien d'envisager la création d'un nouveau forage, car aujourd'hui, il n'y a qu'un seul forage, qu'une seule pompe, et nous avons 10 heures pour intervenir. Donc il y a une pompe de secours. Ça nous est arrivé il y a très peu de temps. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même critique dans l'intervention. Le renouvellement des canalisations est à cibler avec l'élimination des réseaux qui sont en amiante ciment. Donc déjà, des programmes sont entamés en 2019. Vous avez les rues ici affichées. Il y a d'autres rues qui sont à cibler également dans les mois et années à venir. Et enfin, les CVM, chlorovinyl monomère. Il faut réaliser une modélisation des réseaux pour bien déterminer s'il n'y a pas des zones qui seraient sujettes à cette molécule. Voilà pour la partie eau potable. Pour la partie assainissement. Donc, les chiffres clés. Vous avez en assainissement 2428 branchements qui sont raccordés, 210 000 m3 qui sont assujettis à l'assainissement, c'est-à-dire qui sont facturés à l'assainissement, 43 km de réseau d'eau usée. Cette année a été curé environ 7 km. Des inspections caméras dans les réseaux 4,5 km, 10 interventions de débouchage. Ensuite, vous avez sur votre patrimoine 8 postes de relèvement, une station d'épuration. Et cette station d'épuration épure 356 000 m3 pour 210 000 facturés. Voilà, on en parlera très rapidement tout à l'heure. Les boues évacuées à la station d'épuration représentent 150 tonnes de matière sèche. Et on a 83% des bilans réalisés qui sont conformes. Et le prix de l'assainissement 2019 est de 2,37 € TTC le mètre cube. L'effet marquant sur la station d'épuration a été renouvelé l'armoire électrique, la presse à bout, c'est important, hein, ça a été complètement remis à neuf. L'effet marquant, il y a eu des dysfonctionnements de la station d'épuration au premier semestre 2019. Quand on appelle dysfonctionnement, ce sont des non-conformités qu'on a eues sur la station, dues à des événements pluviométriques assez importants. On a mis également sur les réseaux 2 capteurs d'H2S. C'est l'hydrogène sulfuré, c'est le gaz qui sent mauvais, qui sent l'œuf pourri. Donc c'est destiné à protéger notre personnel quand il intervient dans les milieux confinés. Donc c'est vraiment très important. Sur le réseau, on a mis des points de mesure supplémentaires aussi pour bien mesurer où étaient les entrées d'eau parasites sur les réseaux. Et on a également réalisé la modélisation et le diagnostic complet du réseau au cours de l'année 2018. Les propositions d'amélioration pour 2019 et à venir. Il est important de travailler sur la station d'épuration. Je vous ai mis une photo ici, c'est le poste de relevage en entrée de station qui est vétuste et dangereux lors des interventions de nettoyage sur cet équipement, très profond. Il faut également penser à renouveler le système de dégrillage automatique. Et d'une manière générale, il faut penser à revoir le fonctionnement de la station d'épuration. Sur le réseau, il faut important de mettre à niveau les tampons sous les enrobés, parce que sinon on n'a pas accès au réseau, on ne peut pas les nettoyer, on a des risques de bouchage. Il est également important de remettre à niveau les boîtes de branchement lorsqu'il y a des épisodes de travaux importants pour pouvoir justement travailler sur les branchements non conformes et limiter encore les entrées d'eau parasites sur les réseaux. Et enfin, je dirais d'une manière urgente, suite aux différentes modélisations qu'on a pu faire et expertise sur la station d'épuration, il est important de lancer le schéma directeur eaux usées et pluviales de la commune pour certainement envisager de revoir le fonctionnement de la station d'épuration et les réseaux. Sinon, d'une manière générale, sur le fonctionnement de ce contrat, nous avons 2428 abonnés en assainissement. Vous voyez l'évolution depuis 2014. Il y a 210 000 m3 qui sont facturés à l'assainissement. Comme pour l'eau potable, on a une légère baisse en 2018. La consommation moyenne par abonné de 76 m3. On a à peu près, hein, c'est pareil que l'eau potable. La facture 120 m3
uniquement pour l'eau usée, c'est de 284,48 € TTC sur une base de 120 m3. Et le prix au 1er janvier 2019 est de 2,37 € TTC par mètre cube. Pour la qualité produit, la station. En entrée de la station, on avait en 2017 289 000 m3 pour 328 000 m3 traités. Pour 2018, 325 000 qui rentraient à la station pour 356 000 traités. L'écart vient du fait que lorsqu'on traite les boues sur la station, on utilise de l'eau industrielle, on réinjecte dans la station, donc on a un écart qui vient, ça fait la différence entre l'entrée et la sortie. Nous avons réalisé 12 bilans de contrôle sur la station d'épuration en 2017 comme en 2018. Sur ces 12 bilans, 75 sont conformes en 2017, 83 sont conformes en 2018. Donc, ce qui veut dire que la conformité de l'installation est non conforme. Pourquoi non conforme ? Parce qu'aujourd'hui, on a une station d'épuration qui est saturée au niveau hydraulique. L'ouvrage reçoit, quand il fait des temps comme aujourd'hui, entre 80 et 90% de sa charge hydraulique. Dès lors qu'on a un épisode pluvieux, elle reçoit plus de 110% de sa charge hydraulique. Et bien au-delà, quand on est au-delà des 110%, le surplus d'eau est bypassé en amont de la station et va vers les chaises. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de la conformité de la station d'épuration, ce qu'elle traite est conforme. Par contre, quand on ajoute ce qui est bypassé, les services de l'État le font, la moyenne fait que c'est non conforme, et c'est la raison pour laquelle il faut envisager demain de lancer un schéma directeur sur le dispositif d'assainissement. Les quantités de boue produites, c'est 4000 de refus de dégrillage, c'est tous les gros déchets qui arrivent à la station d'épuration, c'est 4 tonnes 700. Les sables et les graisses représentent 12 m3 et les boues produites 150 m3. Alors les 3 dernières diapos pour finir sur ce qui se passe à la station, on en revient. Vous voyez ce qui est en vert, c'est ce qui rentre à la station d'épuration. La limite que peut prendre la station d'épuration, elle est là. Je ne vais pas tracer le trait, mais on est ici. Ce qui veut dire que quasiment les 6 premiers mois de l'année, la station reçoit un débit supérieur à ce qu'elle peut prendre. Ce que vous avez en bleu, c'est ce qui est bypassé à l'entrée de la station. Voilà. Et en rouge, les petits traits rouges ici, vous avez les épisodes pluvieux. Voilà, donc aujourd'hui, on a une station d'épuration qui arrive en capacité de traitement et il faut envisager un après, sachant que pour info, cette station a quand même 50 ans. Les charges entrantes à la station, visuellement, on traite à la station une charge polluante, ça s'appelle la DBO. Ce qui est au-dessus du trait rouge, ça veut dire qu'on est au-dessus de ce que peut traiter la station. Donc on est un peu au-dessus au niveau de la DBO, c'est la pollution organique. Les MES, matières en suspension, vous voyez, on a des dépassements qui apparaissent régulièrement. Le phosphore, pas de problème. La DCO, c'est ce qu'on appelle la demande chimique, c'est la matière la plus difficile à dégrader. Donc on a des dépassements aussi réguliers sur ce paramètre. Et l'azote, on a eu un dépassement de charge, capacité de traitement à la station. Le bilan de l'activité, une fois qu'on a rentré tout ça dans la station, qu'est-ce qu'il en sort ? Donc on voit qu'au niveau de la DBO, on arrive à la limite, c'est le trait vert. On voit qu'au niveau des matières en suspension, on dépasse. Et on y voit qu'au niveau de la DCO, on arrive également à une limite de la station. C'est l'explication du pourquoi nous n'avons que 83% de conformité. Voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois précise, concise, claire, à la fois sur l'eau et sur l'assainissement, avec des motifs de satisfaction et puis des alertes, comme vous avez pu le dire, sur les questions d'assainissement. Donc merci pour cette présentation qui est le fruit d'un travail continu sur l'année, avec justement toute l'organisation qu'on a pu mettre en place il y a 2 ans. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Monsieur Médiamol. Je vous avoue qu'à la sorte, vous savez qu'on en est avec la commune de Camalès pour le raccordement. Alors là, si vous voulez bien, on va se concentrer sur les questions pour notre délégataire. On viendra ensuite sur le conseil municipal.
Est-ce que quelqu'un a je répondrai à cette question, mais simplement un peu plus tard. Alors, oui, madame. Pardon. Vous avez donc parlé de vétusté au niveau des installations, d'urgence à modifier les organisations. C'est une urgence rapide, à moyen terme, à long terme. Vous pouvez l'évaluer aujourd'hui? Je parlais au monsieur de la Sourre, excusez-moi. Alors, c'est une urgence, il n'y a pas de rapidité, on n'est pas dans l'urgence absolue. Il y a un état des lieux qui est fait, qui met en avant le fait que l'on arrive en bout de vie d'une station d'épuration. Et donc voilà, maintenant il faut commencer à se poser les questions de l'avenir. Et c'est notre rôle en tant que notre mission de conseil que l'on a. Voilà. Aujourd'hui, on a les éléments pour dire, voilà, par rapport aux éléments que l'on a entre les mains, par rapport au bilan, il faut envisager un futur pour le système d'assainissement. Je vais mettre un terme à ce suspense avant que l'inquiétude ne devienne trop grande. Dès la première semaine de juillet, nous allons lancer un marché de procédure adapté justement pour choisir le bureau d'études qui devra réaliser des schémas directeurs en ce qui concerne l'assainissement, l'eau pluviale et par ailleurs l'eau potable et les défenses extérieures contre l'incendie, de manière à obtenir un diagnostic global et précis sur les réseaux et à consolider, à définir un plan d'action concret pour les années qui viennent. Voilà. Mais sachez qu'en ordre de temps, on parle d'une station d'épuration qui a 50 ans. Donc c'est-à-dire on se place dans cet horizon temporel. Donc effectivement, c'est maintenant qu'il faut se poser les questions et qu'il faut commencer à mettre en place un plan, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les semaines qui viennent. Vous avez vu même les histogrammes qui dépassent, c'est en début d'année, c'est dans certaines conditions. Ça veut dire qu'il faut agir, il faut se poser des questions, il faut étudier, mais il n'y a pas, la situation n'est pas alarmante dans les jours qui viennent. Loin de là. Notre question, Monsieur Penn. Je vais réitérer la question que j'avais posée l'an dernier lors de la présentation du bilan des productions d'eau concernant le château d'eau. Il y avait la réhabilitation qui avait été prévue lors de la négociation avec le remplacement de toutes les canalisations inox comme vous venez de le citer. Il avait été aussi prévu la peinture, en plus de l'étanchéité, la peinture du château d'eau, qui, me semble-t-il, lors de la négociation, a été fixé à un montant de 23 000 € et qui a été incluse dans les charges d'exploitation de la SOR et qui a influé sur le prix du mètre cube facturé à l'administré vicois. Dans le terme du contrat, cette peinture du château d'eau devait intervenir dans l'année de signature du renouvellement du contrat. Vous aviez évoqué l'an passé des problèmes de lignes électriques. Je veux savoir où en est ce projet de rénovation, cette peinture, et quelles sont les solutions que vous envisagez pour pouvoir tenir les engagements que, me semble-t-il, avions-nous convenus. Allez-y, je dirai un mot après. Actuellement, pour la réhabilitation donc de la peinture extérieure du réservoir, nous sommes bloqués par cette ligne effectivement haute tension. À ce jour, donc, c'est EDF qui doit mener une étude. Ils ont 3 solutions qui sont envisagées. Soit donc de la mettre hors tension momentanément et à ce moment-là mettre un groupe électrogène qui serait donc qui fonctionnerait 24 heures sur 24 pendant le temps de la réhabilitation du réservoir. Soit enfouir la ligne à l'endroit où elle est en passant dans le terrain du château d'eau, soit de déplacer cette ligne par l'extérieur de la propriété du réservoir pour pouvoir continuer donc à fournir de l'électricité et nous permettre de pouvoir monter un échafaudage. Actuellement, on ne peut pas monter un échafaudage sur le site. Donc l'étude est en cours chez EDF et donc quand ils auront donné donc leurs résultats, déplacer la ligne, donc on pourra procéder à la peinture. Merci beaucoup pour ces éléments. Oui, effectivement, c'était l'année qui suivait le début du contrat de la délégation qui était que la peinture du château d'eau était prévue et a été comptée. Néanmoins, elle aura bien lieu pendant la durée des 13 ans, n'est-ce pas, même dans les années qui viennent, dès qu'on aura trouvé une solution technique, et donc ce sera indolore
pour les finances des Vicois. La seule chose, c'est qu'il y aura eu quelques années où le château d'eau aurait pu être peint et qu'il n'a pas été. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je suis désolé, madame. Le public ne peut pas. Mais si vous avez une question, vous nous écrivez et on y répondra. Si je l'ai ouvert, en fait, juste là. Je suis confus. Pas confus, mais en tout cas, je dois faire respecter cette règle. Est-ce que vous avez une autre question ? Écoutez, merci pour cette présentation. Je vous souhaite une agréable soirée. Pendant cette transition, j'en profitais pour répondre à la question de monsieur Mediamol sur la convention avec la commune de Camallès. La commune de Camallès était en attente d'une attribution de la subvention de l'agence de l'eau qui tardait à arriver, et à ce stade, je n'ai pas d'autres nouvelles. Voilà. Donc, monsieur le maire de Camallès, alors ça doit faire quand même quelques mois, qui m'avait alerté sur ce point, mais il n'est pas revenu vers moi. Voilà. Je vais donc passer au point numéro 1 de ce conseil municipal et vous demander d'approuver ces rapports de gestion présentés par l'ASSOR. D'abord sur le rapport concernant l'eau, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Et maintenant le rapport concernant l'assainissement. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc je redis que justement, donc, prenant compte de ces rapports, notamment en ce qui concerne l'assainissement, mais pas que, puisqu'il serait peut-être dommage de se contenter d'un diagnostic seulement sur les questions d'assainissement, dès la première semaine de juillet, une procédure de MAPA sera engagé pour trouver et choisir un bureau d'études pour ce diagnostic global, voilà, de manière à pouvoir avoir une étude approfondie qui nous permettra de prendre les décisions qui s'imposeront dans les mois et les années qui viennent concernant ces sujets importants. Point numéro 2, le rapport d'activité de GRDF 2018. Donc c'est une obligation que le conseil municipal se prononce dessus. Ce rapport a été présenté en commission des finances. Est-ce qu'il y a un commentaire qui va être intégré au compte-rendu de ce conseil municipal avant que je soumette à l'approbation ? Oui, monsieur Mediamol. Oui, sur les consommations du gaz, une part importante vient de l'industrie, 25% environ. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir une idée approximative de qui sont les utilisateurs de ces 25%. Pas ce soir, bien entendu. Non, bien sûr, parce que là, je ne peux pas vous répondre, mais on pourra tout à fait le demander à GRDF. D'autres questions ? Bien, je vais soumettre ce point à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 3, il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance du 10 avril dernier. Y a-t-il des questions sur ce PV ? Des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté. Je vous remercie. On va donc passer au point numéro 4. Il s'agit simplement pour information des décisions que j'ai prises en vertu de ma délégation. Donc vous avez une décision sur une ligne de trésorerie, une décision sur un emprunt à moyen terme, la question des différents marchés de travaux, la question des pointes à temps et les tarifs et droits de place pour les tables édiques. Des questions ? Monsieur Penn. Pourrait-on savoir, s'il vous plaît, quel est le programme qui est prévu pour les bétons lumineux ? Ça va concerner quel cheminement ?
Alors, j'ai pas le détail exactement là, mais on vous le communiquera. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, je vous remercie, c'était pour information. Point numéro 5, maintenant, concernant les tablés de VIC. Alors, cette délibération consiste en fait à donner la gestion des tablés de VIC à une association dédiée à leur organisation, de manière à ce que ce ne soit plus la municipalité qui porte l'organisation de ce festival, tant sur sa programmation que sur son aspect financier. En effet, j'ai pu constater que sur des festivals qui prenaient de l'ampleur, comme les rencontres de Maubourguet, ou encore plus d'ampleur comme Jazz in Marciac, ce sont des associations qui gèrent ces festivals, de manière à avoir non seulement une autonomie, mais en plus à ne pas faire ces événements qui sont des événements qui s'adressent à tous et qui sont là pour l'animation, en l'occurrence là pour la promotion du terroir, de la gastronomie et pour un moment de fête, ne pas en faire des objets de différences ou différences réelles ou artificielles politiques lors des élections. J'ai pu constater que lors des dernières élections, les tablés de VIC avaient été un des points qui donnaient lieu à débat, notamment sur leur financement et leurs coûts. Et puis, ça a été aussi l'occasion de m'interroger sur le devenir des tablés de VIC en cas de changement profond du conseil municipal. Pour ces deux raisons, je souhaite soumettre au vote du conseil municipal le passage des tablés de VIC à un festival municipal, à un festival organisé par une nouvelle association qui s'appellera Les Tablés et qui organisera en pleine autonomie ce festival, quelle que soit la majorité municipale. Donc la délibération porte sur 2 points, 2 articles. Mettre la mise à disposition de l'association Les Tablés des locaux, du matériel nécessaire et le fait d'assurer la logistique nécessaire à l'organisation du festival, comme précisé dans la convention de partenariat, que vous avez également dans la pochette du Conseil. Voilà, donc une convention, une mise à disposition à titre gratuit pour une durée indéterminée, et également de m'autoriser, donc du coup, à signer cette convention de mise à disposition. Voilà un petit peu. Y a-t-il des questions? Madame Bory. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur cette association? Est-ce que déjà elle est créée? Qui est son ou sa présidente? Elle n'est pas encore créée. Elle sera créée dans les semaines qui viennent. Donc la mise à disposition ne s'applique pas pour le festival 2019? Le festival 2019 est porté par la municipalité pour la dernière fois. L'association tiendra la buvette du festival cette année. Oui, Mme Cazenave. Nous nous étonnons d'une part de la création de l'association sans que la commission association n'ait été consultée. On voulait poser nous aussi la question si les statuts avaient été déposés, vous avez répondu. Ensuite, qui est pressenti pour en être le président? Il est question d'achat de moyens matériels, donc il y aura une aide financière directe ou indirecte, qui n'apparaît pas en tant que telle dans la convention. On nous demande donc de voter une convention sans l'avis de la commission ad hoc et avec une association qui n'est pas encore créée. Une fois de plus, nous sommes dans la précipitation. Aussi, nous ne prendrons pas part au vote sur cette délibération. Je crois que vous avez mal compris l'idée de l'association. L'association, elle est du coup déconnectée de la municipalité, dans le sens c'est une initiative collective, mais qui n'a pas besoin d'une quelconque validation municipale. Si demain quelqu'un veut créer une association pour faire telle ou telle activité culturelle ou telle activité sportive, il suffit qu'il aille déposer, selon les prérogatives de la loi 1901, les statuts en préfecture et qu'il s'acquitte des formalités nécessaires. Donc c'est dans ce contexte-là
que l'association sera créée. Il est bien évident, je ne vais pas m'en cacher, qu'à partir du moment où effectivement, en 2014, j'ai conçu le fonctionnement des tableaux de Vic et je les ai pensés, il est bien évident que l'association, dans son fonctionnement, je n'en serai pas le président. En tout cas, je n'en serai pas le président au moment où on signera la convention. Ce ne sera pas une convention de moi et moi-même, si vous voulez bien. Mais il est bien évident que ce sera dans l'état d'esprit que nous avons voulu, et particulièrement, je l'assume là-dessus, que j'ai voulu dès 2014, enfin 2015 pour la première édition. Donc de ce point de vue, voilà. Maintenant, il est bien clair que là, il ne s'agit absolument pas de voter une quelconque aide financière à cette future association. Cette future association, elle aura son siège à Vic, donc ce sera une association vicoise. Donc, elle sera éligible aux subventions vicoises et donc elle fera partie des subventions futures votées par le conseil municipal, discutées en commission et ensuite attribuées si le conseil municipal les vote. De la même façon qu'on le fait pour d'autres associations. Mais donc, il n'y a absolument pas dans cette convention de question d'aide financière. Voilà. Simplement, les choses qui ont été utilisées et fabriquées pour l'organisation des tablés, qu'elles soient mises à disposition dans la continuité les années futures. Voilà, c'est simplement ça. Et autre question, Monsieur Paul. Oui, tout à l'heure, vous dites que l'association, vous avez dit que l'association va être constituée dans les semaines à venir, et vous venez de dire à l'instant qu'en fait, elle tiendra la buvette. Donc, comment on fait pour tenir la buvette quand elle n'est pas constituée, quoi ? Je dépose les statuts lundi. Ah ben voilà, c'est pas les semaines. Merci. Monsieur Mediamol. Oui, il me semble qu'il serait souhaitable en fait, de procéder. Il y a deux questions en fait. Il y a le principe que les tablés passent en association et ensuite la convention. Donc, il me semblerait normal qu'il y ait un vote du conseil municipal sur le principe de passer les tablés en association et si ce vote est positif, pour ensuite signer une convention. Mais non, parce qu'en fait, le conseil municipal n'est pas fondé pour empêcher la création d'une association. Non, c'est pas ça. Mais donc à partir du moment où elle se crée, on donne simplement la possibilité au conseil municipal de signer cette convention qui, en réalité, est précisément le passage du portage des tablés par la municipalité à cette association. Je n'ai jamais dit que le conseil municipal devait se prononcer sur la création d'une association. Je dis simplement sur le principe de confier à une association l'organisation des tablés. C'était tout. Écoutez, moi, les services ont travaillé dans ce sens-là, en m'assurant que c'était fondé. Peut-être M. Constantin, un mot sur ce point. Est-ce qu'il est préférable de d'abord se prononcer sur le principe et ensuite sur la convention, ou est-ce que ça ne pose aucune difficulté ? Je donne la parole. Alors, techniquement, si vous regardez ce qui se passe ailleurs, pour donc des manifestations comme à Montbourguet ou à Marciac, donc c'est une association qui intervient, donc ça pose pas de problématique particulière au niveau juridique. Voilà. Pour préciser la question de Monsieur Mediamol, c'est-à-dire, faut-il que je fasse voter le conseil municipal d'abord sur le principe de passer les tablés de porter par d'un portage municipal à un portage associatif, et ensuite de voter pour le droit de me donner la possibilité de signer la convention, ou est-ce que simplement il faut que je fasse voter le conseil municipal sur le projet de délibération qui est dans l'ordre du jour de ce conseil municipal? Le projet de délibération qui est présenté a été validé par des services juridiques, donc il n'y a pas de problème particulier pour le faire valider. Ok. Y a-t-il une autre question ? Madame Boiry. De nouveau, je suis désolée, mais je ne comprends pas, puisque c'est la mairie, cette année encore, qui a la gestion du festival. La convention de partenariat et la mise à disposition de moyens peut être étudiée tranquillement dans une commission de travail et présentée ultérieurement en conseil municipal, puisque cette année, l'association ne va gérer que la buvette, d'après ce que vous dites.
Non, il y a la convention détaille très clairement ce qui se passe en 2019, ce qui se passera en 2020 et les années qui viennent. Et pour moi, il est important justement de faire ce vote en dehors d'une période électorale qui commence le 1er septembre, je vous rappelle. Donc justement pour dépassionner ce sujet, Monsieur Paul. Oui, le but d'une association loi 1901, c'est de pas faire de profit. Bon, très bien. Alors quid si cette association en fait? Deuxième question, jusqu'à maintenant, les tablés ont toujours été déficitaires. Donc l'association, forcément, si ça continue comme ça, elle fera un déficit. Donc en fait, c'est la mairie qui viendra renflouer. Comment vous comptez voilà. Ça me semble important quand même, parce que... Bien, alors, je pense qu'en tout cas, la question du profit est directement éliminée par la deuxième partie de votre question, puisque vous craignez le déficit. Simplement, je vous fais remarquer que une association peut très bien avoir plus généré de recettes qu'elle n'a eu de dépenses au cours d'une année. C'est simplement que elle n'a pas de vocation lucrative, donc en fait, l'argent reste dans l'association. Voilà, et ce qui permet de pouvoir peut-être être plus ambitieux l'année d'après sur de nouveaux investissements, sur voilà, c'est le fonctionnement normal d'une association, et ce sera aux responsables de l'association de s'en occuper. Et quand après, la municipalité n'aura pas plus qu'à une autre association pour vocation de renflouer les caisses d'une association, mais comme ça se passe dans d'autres manifestations. Si demain une association, je ne sais pas, par exemple, si on se remémore lors de la fusion des écoles de musique, il y a eu justement des problématiques financières. La mairie les a aidés, mais les a aidés dans une certaine mesure sur ce qu'elle a pensé être le bon niveau de curseur. Et probablement qu'un autre maire ou qu'une autre équipe municipale aurait décidé d'un autre niveau de curseur. Donc, de passer le curseur à un autre niveau. Donc, si vous voulez, là-dessus, il n'y a aucune obligation dans la convention qui lierait la mairie financièrement à cette association. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Penn. Oui, vous venez d'indiquer, monsieur le maire, que dans le cadre de la mise à disposition, dans le cadre de la convention, la commune mettrait à disposition tout le matériel existant, les stands, les éco-cups, tout le matériel que la collectivité a déjà investi et qui est propriété de la collectivité. Or, dans la convention, je vois que dans le matériel qu'on mettra à disposition aussi le matériel dont les coffrets électriques et les camions réfrigérés, qui, me semble-t-il, ne sont pas du matériel communal. Donc ça veut dire qu'on aura une aide financière indirecte, puisque dans la convention, on fournit, la collectivité paiera la location des coffrets électriques et des camions réfrigérés. Alors, vous savez, c'est encore un projet de convention, mais sur les camions réfrigérés, je suis d'accord avec vous, c'est pas la commune qui a vocation à les payer. C'est un projet de convention qui méritera effectivement quelques précisions là-dessus. Madame Bory. De la même façon, je trouve que le point 9 de la Convention, la résiliation de la Convention et litige, est très lourd juridiquement en cas de volonté, que ce soit de l'association ou de la commune, de mettre un terme à cette convention-là. Est-ce nécessaire autant de lourdeur? Oui, effectivement, il me semblait que c'était quand même important que ceux qui décident plus tard de mettre des bâtons dans les roues au fonctionnement des tablés de VIC le fassent pas d'une manière facile et dissimulée. Donc effectivement, il faudra un vote du conseil municipal avec un débat public. C'est fait exprès. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Hérault. Aujourd'hui, on nous demande de rendre un avis sur quelque chose qui n'existe pas, une association qui n'existe pas. Donc pour nous, ça nous semble difficile de se prononcer sur ce point-là. Quoi qu'il en soit, avez-vous évoqué la possibilité, avant de décider qu'il y aurait une association qui s'appellerait en plus les tablés? Donc, à mon avis, c'est déjà bien ciblé et très certainement déjà bien réfléchi et préparé. Avez-vous imaginé la possibilité de pouvoir confier l'organisation des tablés à des associations qui sont déjà existantes sur Vic, qui vivent déjà sur Vic, qui peut-être seraient candidates pour, à tour de rôle, suivant les années, à plusieurs, prendre en compte l'organisation des tablés?
et au moins la commune garderait l'appellation les tablés de Vic, puisque je crois que c'est une spécificité de la commune, de notre commune, d'avoir ces tablés de Vic. Pourquoi les donner à une association le nom des tablés? Alors, Monsieur Hérault, je regrette de vous dire que votre question montre bien que vous n'avez jamais organisé les tablés de Vic et qu'en réalité, c'est des compétences. Vous avez organisé probablement d'autres choses, mais là, en tout cas, ça montre bien que vous ne voyez pas l'ampleur de la tâche et que justement, une association à tour de rôle pourrait pas prendre l'organisation d'un tel festival. Bon. D'autres questions? Bon. Et écoutez, je vais soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Un simple point, s'il y a des changements, même marginaux, sur la convention, qui de toute façon sera rendue publique et qui sera affichée devant la mairie, mais nous enverrons la convention signée, parce que typiquement, effectivement, si les camions réfrigérés n'ont pas à être pris en charge directement, voilà, s'il y a une association, s'il y a une subvention, il y a une subvention, mais pour que ce soit très transparent. Donc s'il y a 2-3 petits points à faire évoluer dans la convention avant de la signer, ou même après, on peut la modifier également, ce sera transmis au conseil municipal dans la plus grande transparence. Point suivant, on attaque le chapitre finances, donc c'est le point numéro 7, et je vais donner la parole à Madame Georges Guillard, mon adjointe aux finances. Bonsoir. Ah, pardon, c'est le point numéro 6 d'abord, excusez-moi. Donc c'est d'abord le point numéro 6. J'allais commencer par le 6. Donc, délibération numéro 6. Il s'agit de modifier, de voir la modification du plan de financement du parc naturel urbain, la 4e phase. Vous avez les éléments dans le dossier. Donc, il est... Coucou. Micro. On est assuré là. Alors, il est demandé donc d'approuver la modification du plan de financement pour un montant de 106 000 €, de soumettre le projet dans le cadre de la demande de participation de la région au titre de l'accompagnement à la vitalité des territoires et autres partenaires institutionnels, conseil départemental, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents. Voilà pour la modification du plan de financement. Vous avez tous les détails. Ce point a été examiné en commission des finances. Merci Madame Guillard. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Alors, le point numéro 7. Le point numéro 7. On est toujours sur la modification du plan de financement, cette fois-ci concernant les travaux à la place de Verdun. Voilà, donc il est demandé au Conseil d'approuver le plan de financement pour un montant total de 249 184 €. Vous avez le détail, DETR sollicité 40%, DECIL 10%, Conseil régional 30%, mission SPS 1050 et l'autofinancement 49 000. Donc, on peut passer au vote, Monsieur le maire. Je vais quand même demander s'il y a des questions. Monsieur Point a été vu en commission des finances. Monsieur Paul. Non, juste par rapport à ces travaux, on vote des financements alors que la réunion de commission de travaux s'est pas réunie sur ce dossier-là. Voilà. Donc on fait encore à l'envers. On vote des financements sur un projet où on n'a pas été associé pour travailler. Oui, le projet et les travaux sont largement connus. Ils ont été présentés dans le Vicois et également ils sont en train d'être visibles puisqu'ils sont en train d'être réalisés. Y a-t-il d'autres commentaires, d'ailleurs plutôt que questions, puisque les questions peuvent être posées en commission des finances? Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Hérault. Au-delà de ce qui vient d'être dit sur la commission, ce qui nous surprend, c'est que on nous demande ce soir de voter un plan de financement alors qu'on voit que les travaux sont commencés depuis très longtemps. Une modification du plan de financement. Oui, modification du plan, oui, effectivement, mais raison de plus puisqu'il est en augmentation et que la
commission, de toute façon, n'a pas été saisie. Donc nous, ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est que des travaux aussi importants que ça aient été lancés, alors que le PTER ne s'est réuni que le 27 mai. Donc il lui peut-être été bien d'attendre quand même d'avoir une certitude de plan de financement, mais après on sait très bien pourquoi ces travaux sont activés. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi, Monsieur Hérault? Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi? Parce que moi je sais pourquoi ils ont été activés, mais peut-être avez-vous une interprétation différente et j'aimerais bien la connaître. On n'a certainement pas les mêmes raisons de penser que les travaux sont activés. Voilà, vous avez vos raisons. Non mais allez-y, développez, monsieur, puisque vous êtes en train de dire quelque chose. Oui, parce que il faut qu'une majorité de travaux soit terminée rapidement. Voilà, bon, on va arriver en fin d'année, il faudra que tout ça soit terminé. On sait très bien ce qui arrive en 2020, donc on n'est pas dupe non plus. D'ailleurs, c'est ce qui... Voilà. Donc, il lui était bien, je pense, quand même. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai jamais travaillé comme ça là où j'étais avant, que lorsqu'on lance des travaux, c'est qu'on a la certitude d'avoir le plan de financement. Je ne connais pas cette méthode de travail. En tous les cas, moi, je ne l'avais jamais pratiquée. Mais on n'a certainement pas la même, donc voilà, c'est tout. C'est une réflexion que je voulais faire sur les plans de financement. Bien, eh bien écoutez, c'est quand même... Moi je trouve ça assez triste en fait que vous ne voyez tout que par le prisme de l'électoralisme. Vous savez, c'est pas Game of Thrones, hein, on est en train justement d'essayer de mieux gérer possible une collectivité. S'il s'agissait simplement de faire des travaux qui soient terminés cette année, on avait tout le temps. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette place Verdun, en fait, on l'a refait parce qu'il y a une maison de santé qui ouvre, qui est un programme de la communauté des communes qui a été lancé depuis de nombreuses années, qui représente 3 millions d'investissements et pour lequel qui va amener à peu près 600 patients par jour. La maison de santé était censée ouvrir fin juin, début juillet. Au final, ce sera en septembre. Donc c'est justement dans le but de terminer les travaux pour l'ouverture de la maison de santé que justement on a accéléré ces démarches. C'est pas pour des questions électorales, c'est pour des questions de service à l'usager. Mais moi je regrette que vous voyez tout à travers ce prisme. Je trouve ça décevant en fait. Et je vous assure que si vous voyez le mandat de maire plutôt comme un mandat d'essayer de mieux faire au service des usagers, des projets, de la population, essayer de faire grandir cette population. La maison de santé, vous savez, et pour le coup, c'est moi qui ai indiqué qu'elle se fasse au centre-ville, ça va être 600 personnes par jour supplémentaires qui vont investir le centre-ville de Vic. 600 personnes qui vont davantage consommer. Vous voulez la faire ailleurs. Donc justement, j'ai été en cohérence avec ces décisions, et justement le fait de refaire cette place, alors qu'on a perdu une année l'année dernière, justement pour des questions électorales, pour simplement des questions de Game of Thrones, alors qu'on a perdu cette année, il y en a qui perçoivent encore la question de l'intérêt général. Donc il n'est pas glorieux de tout voir à travers ce prisme, et je peux vous assurer que ce n'est certainement pas ce qu'aiment les électeurs. Toujours est-il que cette modification du plan de financement, parce qu'effectivement, avant que les choses soient attribuées, on parle au secrétaire général de la préfecture, on parle au département, on parle au conseil régional, et on essaie d'estimer une enveloppe. Mais avant qu'elle soit dans nos caisses, eh bien effectivement, il peut y avoir des aléas. Alors là, effectivement, on change le plan de financement. On a finalement réussi à ce que l'autofinancement ne soit qu'à 20% de la totalité. Et effectivement, il me semble plutôt naturel de demander au conseil municipal d'adopter un nouveau plan de financement qui permet de maintenir le même niveau d'investissement de la commune et que la commune ne compense pas une défection de subventions. Donc il me semble mieux pour l'intérêt des Vicois de profiter d'autres subventions, même si ce n'est pas celle qui était prévue aujourd'hui. En tout cas, notre travail nous permet de retomber sur nos pattes. Et je peux vous dire que la place de Verdun, elle est terminée le 2 juillet. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point suivant, je vais redonner la parole à Madame Georges Guillard pour justement expliquer les décisions modificatives du budget. Voilà, le point numéro 8. Donc, vous avez reçu la notice explicative concernant ces décisions modificatives numéro 1 pour l'année 2019. Donc, nous en avions parlé à la commission des finances, qui s'est réunie le 12 afin d'aborder les différents points. Donc, la globalité des montants ont été présentés en détail à la commission des finances, au cours de laquelle il n'y a eu aucune question majeure sur ce qui était proposé.
Entre-temps, nous avons les retours de Monsieur le Trésorier sur ce projet de délibération du 14 juin. C'est pourquoi le projet de délibération vous a été communiqué aujourd'hui. Alors, comme nous l'avons évoqué en commission des finances, cette décision modificative porte essentiellement sur l'inscription des différentes recettes qui ont été validées dans la programmation PETR et en comité de pilotage du 27 mai 2019, en présence des représentants des différents financeurs, la préfecture, le conseil régional, le conseil départemental, comme le soulignait monsieur le maire. Alors, il s'agit pour cette décision d'une inscription en recettes pour les différentes opérations d'investissement qui ont toutes été approuvées lors du vote du BP 2019 pour un montant global de 483 676. Concernant notamment la sécurisation du complexe Ménoni, le parc urbain, la dernière tranche du cœur de ville, l'opération de requalification de la place de Verdun et les travaux sur le secteur de la route de Rabastens. Donc, je ne vous le redonne pas en détail. On a équilibré les dépenses et les recettes à 406 192. Est-ce que vous avez des questions? Madame Boiry. J'ai des questions parce que le document présenté à la Commission des finances et celui que nous avons aujourd'hui n'est pas le même. C'est ce que je vous précisais, qu'entre-temps, nous avons eu le retour de Monsieur le Trésorier qui nous a demandé d'apporter des modifications. Monsieur le Trésorier a ajouté tout seul une acquisition immobilière à hauteur de 80 000 euros. Non, alors, encore une fois, on ne vote pas une acquisition immobilière, on met des crédits sur une ligne. C'est pas exactement la même chose. On peut savoir quand même pourquoi on met des crédits sur cette ligne-là? À ce stade, non. C'est une réserve pour d'éventuelles acquisitions foncières. Mais dont le travail n'est pas encore suffisamment abouti pour être révélé en conseil municipal, donc en temps et en heure. Mais de toute façon, aucune acquisition immobilière ne pourra se faire sans le vote du conseil municipal au préalable. Voilà. Et si nous avançons sur ce projet, je serais absolument ravi de le présenter en conseil municipal. Pour l'instant, c'est une réserve. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Vous pouvez enfin, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la réponse à la Commission des finances. Les subventions qui sont notées en recettes d'investissement sont bien des subventions qui ont été notifiées? Vous parlez de quoi? De toutes des quatre lignes, des 70 000 euros pour le PNU, 137 000 pour le cœur de ville, 138 000 pour la place de Verdun et 121 000 pour la rue de Rabastens. Oui, il s'agit bien des subventions que nous avons obtenues. Concernant la route de Rabastens, c'est la participation du département. C'est-à-dire qu'on a pris la globalité des travaux, les trottoirs et la chaussée, et le département nous verse cette somme-là. Alors, je vais préciser un mode de fonctionnement, puisque j'ai pu lire le compte-rendu de la commission des finances. Et Madame Boiry, vous n'avez pas intervenu, vous n'avez pas posé de questions pendant cette commission de finances. Je vous rappelle que c'est là que justement vous pouvez poser des questions sur le fonctionnement, le détail. Le conseil municipal sert à exprimer votre avis sur les choses là-dessus, si vous voulez le dire. Je suis ravi de vous laisser la parole, mais simplement, on ne se tait pas pendant la commission pour ensuite poser des questions d'ordre technique pendant le conseil municipal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là-dessus, si vous voulez continuer à recevoir la parole, ce sera justement pour donner votre avis, vos commentaires sur le fond. Dites que vous auriez fait les choses différemment, mais si c'est pour demander est-ce que les choses, d'un point de vue technique, il s'agit de subventions notifiées ou non, ça c'est pendant la commission des finances et je regrette que vous n'ayez pas intervenu pendant ce moment-là. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Penn. N'ayant pas participé à la commission des finances ni eu son compte rendu, nous venons de voter, l'Assemblée vient de voter les nouveaux plans de financement, notamment pour le parc naturel urbain, avec des subventions de montant de 84 000 euros. Or, sur l'ADM, il y est notifié 70 000 euros. Pour la place de Verdun, nous venons de voter un plan de financement avec 199 346 euros de subventions. Et sur l'ADM, on ne voit apparaître que 121 000 euros.
Donc pourrais-je savoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ce différentiel? Rappelez-moi, parce que j'ai entendu pour le parc urbain, vous parlez des 70 000, je pense qu'il s'agit de la notification du conseil régional de 74 000, c'est ça, monsieur Constantin, est-ce que vous pouvez éclairer Monsieur Pench sur cette question un peu plus technique? Sur l'opération 600 concernant le parc naturel urbain, on a maintenu donc les 70 000 pour être en phase avec ce qui avait été donc arrêté lors du vote du budget 2019. Puisque sur cette opération, on n'a pas donc une certitude sur le montant exact. Donc comme il y a un aléa, on laisse sur le budget 2019. Donc du coup, au lieu de le réévaluer donc en plus, on le laisse, on le maintient donc à la hauteur donc du budget qui a été voté. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur Penn. Oui, je ne comprends pas, monsieur. Je peux interpeller monsieur Constantin, pardon, monsieur le directeur général. Je ne comprends pas. Vous nous dites que vous avez laissé le budget 2019. Or, dans l'ADM, c'est une augmentation de 70 000 euros. Si ça a déjà été voté lors du budget 2019, pourquoi vote-t-on 70 000 euros d'augmentation de crédit? Ça marche? Oui. Oui. Donc, on a maintenu. Donc, je vous donne les éléments d'un point de vue purement technique. On a maintenu donc la somme des 70 000 euros concernant les recettes d'investissement. Et par contre, là, le plan de financement que vous avez ici concerne donc le projet donc de PNU, mais c'est suite au comité de pilotage qu'il a été dessiné donc le 27 mai, donc ce plan de financement. Mais à la base, comme nous n'avons pas encore de certitude sur un montant, nous avons laissé la recette initiale du BP 2019 pour justement qu'il y ait une bonne surprise. Bien. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. En point numéro 9, il s'agit de voter la convention et le conseil départemental pour les travaux de la rue de Rabastens. Madame Guillard. Alors, il s'agit, oui, effectivement, de signer la convention entre la commune de Vic-Bigorre et le département pour l'aménagement d'un trottoir aux normes PMR et la sécurisation de la traverse, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Point numéro 10, c'est sur la convention avec le SDE pour le programme TEPCV. C'est encore Madame Georges Guillard, le rapporteur. Alors, le point numéro 10, nous l'avons abordé en commission des finances également. Attendez, parce que j'en ai 3. Voilà. Donc, concernant le remplacement des luminaires type boule par des luminaires à LED connectés, le programme TEPCV pour le quartier Saint-Denis, c'est le lotissement des Américains. Donc, participation SDE de 46 400 €, fonds libres 11 600. Il s'agit de voter ce financement, ce remplacement des luminaires pour le quartier Saint-Denis et lotissement des Américains. En délibération 10. Monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Monsieur Mediamol. La participation SDE inclut la subvention de TEPCV? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, monsieur Mediamol? Il y a une participation SDE 46 400 €. On dit que c'est dans la TVA, mais ce n'est pas le cas. Donc, je suppose que si c'est un programme TEPCV, c'est qu'il y a une subvention de TEPCV. Je suppose que la subvention est versée au SDE. Alors, ça sera un financement par SDE et un reversement aux dépenses réelles qui équivaut à peu près à la TVA, à 20%. Un reversement en fonction des dépenses réelles. Ça, c'est le budget qui est programmé pour... Est-ce que votre question, monsieur Mediamol, c'est de savoir si le SDE bénéficie de subventions TEPCV?
Oui, c'est-à-dire, puisque un programme TEPCV devrait apparaître, la subvention TEPCV n'apparaît pas dans le plan. Mais effectivement, le SDE bénéficie de cette subvention TEPCV. Ce que je peux dire, moi, c'est pour m'être entretenu à plusieurs reprises avec M. Frossard, donc le président du SDE. Le SDE, alors que, je dirais que premières années de mandat, les réalisations ne sont pas toujours intervenues en temps et en heure. J'ai eu l'occasion d'exprimer là-dessus, semble tout à fait déterminé à mettre en place un programme d'investissement et de renouvellement conséquent et de choisir VIC justement pour un effort tout particulier. Et donc, grâce à ce financement, nous allons pouvoir renouveler une partie importante de nos luminaires, donc ce qui est quelque chose de tout à fait appréciable. D'autres questions ? Les oppositions, des abstentions, point adopté, je vous remercie. Alors, point numéro 11, l'adhésion à la... Non. Ah non, oui, il y a le deuxième partie de cette délibération, pardon. 1, rénovation de l'éclairage public, programme TEPCV de la rue de l'Abattoir, rue de la Halle et rue du Pic du Midi. Dépenses évaluées 21 000 hors taxes, fonds libres 4 200, participation SDE 16 800. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Nous continuons avec le point 10.2, financement, rénovation de l'éclairage public, place de Verdun, toujours programme TEPCV. Alors, montant de la dépense évalué 30 000 euros, fonds libres 6 000 euros, participation SDE 24 000. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point suivant. Madame Guillard, vous êtes encore rapporteur. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre la commune et la Fondation de France, la Fondation du patrimoine, auquel nous avons fait appel pour réparer l'orgue de l'église. Donc, de cette convention, je sais pas le bon numéro. Cette convention sera signée pour une durée de 5 ans, puisque les travaux sont prévus sur un programme de 5 ans. Pour adhérer à la Fondation du patrimoine, nous devons payer une cotisation annuelle de 260 € à compter de 2019 et jusqu'à la fin de la souscription. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour la mise en place d'une campagne de mécénat populaire afin de réunir des fonds pour les travaux de la restauration de l'orgue de l'église de Saint-Martin. Y a-t-il des questions sur cette convention ? Madame Boiry. On peut demander en même temps la restauration d'autres choses à la Fondation du patrimoine ? Oui. C'est une simple question. Je pense que oui. Oui. J'ai demandé j'ai posé la question au président quand il est venu nous présenter le fonctionnement. Et effectivement, une fois qu'on est adhérent, on peut soumettre d'autres projets. Oui. Y a-t-il d'autres questions ? Je vais soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On sort de la section finance pour passer à la section ressources humaines et aborder le point 12. Je vais donner la parole à monsieur Patrick Roucaud pour la création d'un poste de rédacteur territorial. Oui, donc il s'agit de la création d'un poste de rédacteur territorial pour l'intégration d'un agent qui arrive du ministère de la Défense. C'est en fait pour récupérer son grade initial. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui, Mme Cazenave. Non, le poste existe. C'était pas la dernière, mais l'avant-dernière commission des ressources humaines. Là, c'est juste pour valider l'intégration. Le poste existe. On le présentera à la prochaine commission RH. Oui, très bien. Et c'est d'ailleurs même un tableau qui, après présentation en commission, pourra tout à fait être mis en ligne sur le site internet. C'est une information tout à fait publique. La commission aura lieu d'ici quelques semaines.
Y a-t-il d'autres questions? Madame Boiry. Au recrutement, vous aviez décidé, à la place de 2 postes, d'en créer 3 de catégorie inférieure, puisque de mémoire, il y avait un rédacteur et un poste catégorie C. Vous avez opté pour créer 3 postes catégorie C. Maintenant, vous revenez à un poste catégorie B et 2 postes catégorie C. C'était un poste catégorie B, 2 postes catégorie C, en remplacement d'un poste catégorie A et un poste catégorie B. Oui, l'ancien. Ce qui ne change pas la masse salariale de ce service. On reste à masse salariale constante et l'ancien directeur des ressources humaines et de la finance qui est devenu directeur général des services d'une autre collectivité est un fonctionnaire de catégorie A. Pour appuyer ce que dit M. Roucault. Oui, Mme Boiry. Mais de la masse salariale, quand on la passe de 2 postes à 3 postes, bon, j'ai fait un mélange de catégories, mais il y a quand même un poste en plus. Oui, il y a un poste en plus, mais avec des catégories inférieures. Ce ne sont pas les mêmes grilles de salaire. En fait, tous les gens ne reçoivent pas le même traitement, Mme Boiry. Merci. Merci de me le préciser, je ne savais pas. C'était à la base de votre raisonnement, c'est pour ça que je m'en étonnais. On peut le regretter, hein, ceci dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Bien, je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. Point supplémentaire donc, que j'ai indiqué, rajouté à l'ordre du jour de ce conseil municipal en tout début de séance. Il s'agit d'un point de participation au Fonds de solidarité logement des Hautes-Pyrénées, donc comme on fait depuis plusieurs années. Et vu la strate de la commune de Vic, il s'agit d'une participation à hauteur de 265,80 €. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Étant donné qu'aucune question diverse n'a été déposée, comme indiqué en début de conseil, je vais donc bientôt clore ce conseil municipal, mais avant cela, je voudrais d'abord dire que nous organisons la fête de la musique samedi prochain dans la commune, et j'espère que les Vicois viendront nombreux. Et puis, je voudrais aussi souhaiter bonne chance aux joueurs de l'USV 15 qui représenteront nos couleurs en finale du championnat de France dimanche prochain à 15h. Pas très loin d'ici, on ne sait pas encore exactement où. Ah si, c'est bon. À Jetmo. Ah ben voilà, c'était la préparation du conseil, donc à Jetmo. Voilà, contre Lynx, une équipe landaise. On leur souhaite bien du courage et surtout de rapporter le bouclier à Vic dimanche soir, et ils pourront, je l'espère, l'exposer depuis le balcon de la mairie sans tomber. Voilà, on leur souhaite bon courage, bonne chance, et on est de tout cœur avec eux. Le conseil municipal est clos. Je vous remercie.